Nous sommes ici dans le lieu le plus élevé du village proprement dit, c'est-à-dire un endroit qu'on appelle le calvaire. Alors pourquoi l'appelle-t-on le calvaire? Parce qu'au début du 19e siècle, on y a fait un chemin de croix qui a remplacé les anciennes fortifications, les postes de garde, une petite citadelle, si vous voulez, qui se trouvait ici, en ce même lieu. Donc il y a eu un chemin de croix qui est encore visible d'ailleurs, qui a été rénové dernièrement avec les œuvres d'un jeune artiste malocénien qui s'appelle Luc Tavantine, qui a refait toutes les images correspondant aux diverses stations du chemin de croix. Et puis le centre du chemin de croix, c'est évidemment trois croix qui représentent le calvaire. Donc voilà pourquoi on l'appelle le calvaire. Alors c'est un endroit d'où l'on peut voir tout Malaucène, évidemment, puisque Malaucène est à nos pieds. C'est un endroit d'où l'on peut raconter toute l'histoire du pays, parce qu'on voit non seulement le village, mais également toutes les montagnes environnantes. Chaque montagne est porteuse, en quelque sorte, d'une page de l'histoire de Malaucène. Ce qu'on voit derrière moi, cette espèce de grande échancrure marquée à gauche par des rochers dentelés, et au fond par des rochers blancs, très visibles, une forme de falaise. C'est le site qui est à l'origine de Malaucène. Donc l'origine d'une part, et puis d'autre part la vie de Malaucène, et ensuite l'histoire de Malaucène. En effet, Malaucène est beaucoup moins né de la richesse agricole, de la richesse campagnarde, que de la présence de cette eau. Il faut bien savoir que le Groseau, c'est une source qui est la deuxième du Vaucluse par importance, puisque au-dessus il y a la fontaine de Vaucluse, et puis après il y a le Groseau. Et que des sources comme celle-ci ont servi à faire tourner des usines. Au milieu du 19e siècle, il y avait, pense-t-on, à peu près 13 usines qui fonctionnaient, pour le blé, pour la laine, etc., pour les vers à soie. Donc c'est du Groseau qu'est né, et de la source du Groseau, et du Groseau canalisé depuis le XVIe siècle, qu'est né Malaucène, en quelque sorte. Voilà. Donc Malaucène, cité industrielle, c'est très important de le dire. La dernière usine des 13 qui existait au XIXe siècle, c'était les papeteries, et comme on le sait, malheureusement, les papeteries ont fermé leurs portes il y a 2 ans maintenant. Voilà, on peut dire que Malaucène vient de clore son passé industriel. On peut le regretter, je crois. Ce que nous voyons d'ici, c'est ce qu'on appelle le beffroi. Et le beffroi, il avait une double fonction. C'est-à-dire, d'une part, il donnait l'heure. Il y a toujours l'horloge d'ailleurs, on la voit, le cadran qui est très grand, ce qui permet effectivement de voir l'heure de très loin. Alors pourquoi voir l'heure? Parce que les gens ils n'avaient pas de montre et qu'ils étaient dans les champs, donc il fallait qu'ils sachent quand ils devaient rentrer, qu'ils sachent à peu près le déroulement du temps. Et la deuxième fonction, c'est celle du tocsin, c'est-à-dire quand on voyait du point où nous sommes arriver des troupes ennemies, enfin imaginez par exemple à la fin du XIVe siècle les pillards des grandes compagnies qui arrivaient, qu'on voyait à l'horizon, là, entre deux montagnes, eh bien on sonnait du tocsin et tous les gens qui travaillaient dans la campagne venaient se réfugier dans le village. Au-dessus du beffroi, vous avez un drapeau qui a été repeint tout à fait récemment, et qui comporte un recto et un verso. Alors d'un côté vous avez le drapeau français, c'est la moindre des choses, puisqu'on est en France, et d'un autre côté vous avez le drapeau qui représente la Provence. Alors les gens s'étonnent, demandent qu'est-ce que c'est que ce drapeau, d'autant qu'ils retrouvent à peu près le même en Espagne ou en Catalogne, etc. C'est le drapeau qui date de l'époque où la Provence était sous suzeraineté catalane, à l'époque de la dynastie des Raymond Béranger. Donc en quelque sorte, les Catalans sont repartis chez eux, mais les liens ont toujours été quand même très étroits. Ils sont repartis chez eux, mais ils nous ont laissé le drapeau. La route de Carpentras. Bon, ici, il faut que nous fassions un peu preuve d'imagination, parce que la topographie de Malaucène a été pas mal bouleversée. Il faut imaginer que nous sommes sur une arête, ici, une arête de Safre. Et on en voit d'ailleurs un exemplaire, elle a été tranchée évidemment, là dans cette direction-ci. On voit très bien cette espèce de muraille qui est en fait rocher de Safre. Il a été coupé pour pouvoir faire passer la route. Malaucène était fermée naturellement au Moyen-Âge par des remparts, et à l'intérieur des remparts, il y avait 4 portes.
l'église de Malaucène, qui on le voit est un monument assez considérable, c'est qu'elle faisait partie intégrante des remparts. Elle était en coin par rapport au dessin des remparts, donc elle servait en quelque sorte de forteresse, de protection pour la ville de Malaucène. C'est pour cette raison qu'elle a cet aspect trapu. Bonsoir. On admire les travaux de l'église. Des rénovations qui sont absolument, pour moi, extrêmement bien faites par des jeunes compétents, des tailleurs de pierre qui ont fait des voyages en France depuis quelques années. Et franchement, il faudrait aller voir la virtuosité avec laquelle ils ont assemblé toutes ces pierres en haut. Je ne pensais pas que c'était possible. Cette porte s'appelle la porte Chaberlin ou mieux Champ Chaberlin, ce qui a été déformé par les Malocéniens en Chichamberlich. Cette porte-là donne vers le sud, donc en parallèle en quelque sorte avec la rue, le portail Soubeyran qui se trouve dans la partie sud et la partie supérieure du village. Alors c'est une porte qui a été fortifiée, on le voit sur le haut, dans la deuxième moitié du XIVe siècle, parce que dans la deuxième moitié du XIVe siècle, dans beaucoup de régions, en particulier donc dans le comtat venessin, il a fallu se protéger contre les hordes de la soldatesque qui étaient débauchées à l'époque de la guerre de Cent Ans, ce qu'on appelait les grandes compagnies. Donc c'était des armées qui étaient complètement laissées à l'abandon et qui devenaient très dangereuses, qui pillaient partout où elles passaient. Donc c'est à cette époque-là qu'on a construit les remparts d'Avignon, par exemple. C'est à cette époque-là qu'on a aménagé cette porte-là et qu'on voit, d'ailleurs en haut des éléments de fortification. Le rempart auquel, en quelque sorte, je suis adossé, c'est celui du XIVe siècle, c'est-à-dire le dernier rempart et le plus grand. Exactement, dans un rempart normalement constitué, cela depuis l'époque romaine, il y avait 4 portes, sud, nord, est, ouest. Ça, ce n'est pas une porte du tout, c'est un trou qui a été fait dans le rempart, parce qu'il fallait peu de portes, évidemment, pour protéger le village, mais il y avait donc beaucoup de ruelles, des impasses en quelque sorte, qui venaient buter contre le rempart, qui devait être d'ailleurs assez peu hygiénique, ces ruelles-là. Et ces ruelles ont été ouvertes au début du XIXe siècle et ça a donné des ouvertures comme celle-ci par exemple. Il faut savoir que dans le comtat venessin, alors qu'en France les juifs étaient systématiquement bannis, dans le comtat venessin on les tolérait. Il ne faut pas exagérer, ils n'étaient pas très bien accueillis mais ils étaient tolérés. Alors tous les soirs d'ailleurs ils devaient rentrer dans le ghetto qu'on appelait la carrière en Provence et là il y avait quelqu'un de la municipalité qui venait fermer à grands coups de clé cette porte là où je suis pour éviter que les juifs sortent le soir. Puis on venait ouvrir la porte le matin. Voilà, c'est ce qu'on appelle ici un sousté. Et même si on regarde les mots plus anciens, on appelait ça un pourtègue. Et pourtègue, ça vient du latin porticus, portique si vous voulez. Ce sont des passages qui permettent de construire au-dessus. Comme dans un village, il n'y a pas beaucoup d'espace, que les maisons sont très serrées les unes contre les autres. Pour gagner un peu d'espace, quand il y a des rues modestes, des petites rues, eh bien, on laisse le passage dans la rue, certes, et on construit au-dessus. Et en plus, ça peut servir d'abri en cas de pluie, en cas de soleil, etc. Une fontaine qui s'appelle la fontaine Picardie. Et Picardie n'a rien à voir avec la Picardie. Simplement, c'est un nom italien, Picardi, puisque à Malaucène, comme partout dans le comtat venessin, il y avait toute une bourgeoisie italienne qui gérait le pays en quelque sorte, puisque c'était évidemment le domaine papal, donc le domaine italien. Nous sommes devant l'hôtel de Valouse. Ce fut un des plus beaux et plus grands hôtels de Malaucène. C'est la famille de Valouse. Malheureusement, actuellement, il est complètement en ruine. Il commence à battre de l'aile un peu de tous les côtés.
mais il reste intéressant avec ces structures d'abord d'ensemble. Vous avez le portail en bas qui donnait accès aux remises, aux communs, etc. Et puis vous avez l'étage noble, le premier étage, qui est un peu déglingué évidemment, tel qu'on le voit comme ça, mais où il y a des restes de plafond à la française, enfin des choses qui pourraient être très belles. Et sur la partie droite, là, vous avez l'escalier à vis qui est également de toute beauté. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au-dessus de la porte, vous aviez les armes de la maison de Valouse qui ont été martelées à l'époque de la Révolution. L'hôtel de Saunier, encore un bel hôtel de Malaucène, malheureusement encore un hôtel qui est dans un état pitoyable. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs le balcon qui est au-dessus de moi, qui est soutenu par des Atlantes, ces personnages-là qui représentent la force en quelque sorte, qui soutiennent le balcon, et vous voyez que tout se dégrade peu à peu. Donc ça aurait besoin d'une rénovation, d'un maintien qui soit efficace et définitif. Et là, c'est l'ancienne mairie. Cette ancienne mairie est elle-même conçue à l'intérieur d'un ancien hôtel particulier. On reconnaît la porte d'entrée de l'hôtel particulier, du porte d'entrée de l'hôtel de ville, et puis également ce qu'on appelle l'étage noble avec les 3 fenêtres. La fenêtre de droite, elle est peinte en vert, là, c'est-à-dire que toute la partie qui est à droite a été détachée de l'hôtel initial, comme cela se faisait souvent, mais on peut reconstituer la structure de l'hôtel avec les 3 fenêtres du premier étage, donc la partie violette faisant partie de cet ensemble-là. Sur l'imposte de la porte, là, dans le médaillon, vous avez les armes de Malaucène. Alors vous avez dans la partie centrale, arrondie, vous avez les clés du comte Avenessin, puis vous avez 2 veaux qui sont affrontés, et puis de part et d'autre, des déesses en quelque sorte, avec des cornes d'abondance qui représentent précisément la fertilité, l'abondance. Et l'inscription qui se trouve sur un bandeau ondulant qui est au-dessous dit « Ex pace hubertas », c'est-à-dire de la paix naît la richesse. Alors, la richesse est représentée ici par les veaux et par les 2 personnages portant des cornes d'abondance. La partie de droite appartient à Virginie Peyre, qui fait beaucoup de très belles choses avec ses doigts de fée, en quelque sorte. La petite cousine. Non, petite cousine. Petite cousine, oula. Son père est mon cousin Germain. Ouais. Et ça va chez vous? Oui, tu vois. Tout va? Bon. L'été s'installe? Il y a les genoux, les hanches. Le problème, c'est que j'en vends de temps en temps, et alors du coup, il faut... Mais ça peut faire des jolis cadeaux, ça. Hein. C'est toujours fermé. Jamais vais vous Dans cette partie, elle vient jamais là, sur cette partie. C'est toujours fermé. La maison de médecin de Louis XV. Enfin, Et c'est ce comment, qu'avait- Du comment, roi Louis comment, XV. comment ça que Louis... Après, quand il a été à la retraite, sans doute, il doute à la retraite, a puis acheté ça. il a acheté, ça lui appartenait pas, ça appartenait à qui déjà, je me souviens plus. Enfin, il faudrait voir l'histoire de Malaucène, là, Oui. de M. Brusset. Là. C'est une maison qu'on a l'habitude d'appeler la plus vieille maison de Malaucène. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que toutes les maisons, même celles-ci, ont été remaniées. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle est dans le style, effectivement, d'une maison médiévale du XVe siècle. C'est la structure d'une boutique. Vous avez les étals, là, devant les 2 fenêtres, qui correspondent à la présentation des objets qui étaient à vendre. Et au-dessus, vous avez un encorbellement qui était beaucoup plus avancé. On l'a coupé parce que l'extrémité des poutres était en mauvais état, donc tout le haut a été refait. Mais il reste quand même 50 cm de poutres, donc d'encorbellement. Ça, c'était encore une façon de gagner de la place sur l'étroitesse des rues.
Elle nous a déjà filmé la dame. Hein. C'est plus joli des femmes que des hommes. Allez, on y va. François Réau. Donc Michaelis, c'est un artiste de Nice. Et Réau, c'est un artiste de Paris. C'est la fontaine dite du Théron. Alors qu'est-ce que c'est que le Théron? Le Théron, ça veut dire en provençal, c'est la fontaine. Et c'est souvent la fontaine centrale. Or ici, la fontaine du Théron était la plus ancienne. Et elle a été supprimée et disparue donc vers 1955, comme je le disais. Et récemment, on vient de la remettre en état, en fonction, non pas naturellement avec les pierres anciennes qui ont disparu, qui ont été perdues, peut-être pas pour tout le monde, mais elle a été refaite par un sculpteur en quelque sorte. C'est pour ça qu'elle a cette allure un petit peu moderne et nous espérons que la patine lui redonnera évidemment des siècles d'ancienneté, ce qu'elle a perdu dans ces années néfastes, là où on les a supprimées pour une grande part. Porteg. Porticus. Portique. En provençal, porteg. Cette fontaine, nous l'appelons le lavoir. C'est en fait le plus grand lavoir de Malaucène, mais ce n'est pas le seul. Donc c'est le plus grand, c'est aussi le plus récent. Il date de 1862, bon, c'est une date qui ne dit peut-être pas grand-chose, mais en fait, derrière cette date, il y a quand même pas mal d'événements historiques qui sont intéressants à rappeler. Parce que Malaucène, jusqu'à cette date-là, était à peu près enfermé dans ses propres murs, entre ses portes, entre ses remparts, ses murailles, en fait ce qui restait des remparts. Et dans les années 60, 1860, je dis bien, eh bien Malaucène s'étend donc dans ce qui était avant des prairies et des jardins, c'est-à-dire ce qui va devenir ce que nous appelons le cours, en faisant bien sonner l'S, évidemment, le cours. Donc Malaucène s'étend et on crée une place sur les propriétés d'un noble qui s'appelait le marquis des Isnards, qui lègue toute cette zone-là à la commune de Malaucène. Donc Malaucène s'étend de ce côté-ci. Toutes les maisons qui sont à droite, quand on regarde le lavoir à partir d'ici, ont été construites effectivement dans cette deuxième moitié du XIXe siècle. Cette fontaine, elle s'appelle la fontaine du Portail-sous-Baïran, ou fontaine supérieure, on peut dire. Alors, dans l'histoire de Malaucène, elle a une anecdote, enfin c'est pas une anecdote, c'est une partie intéressante de l'histoire du village. C'est-à-dire, comme elle était la fontaine la plus haute, c'est elle qu'on lâchait dans la rue par le Portail-sous-Baïran pour nettoyer tous les immondices qu'il y avait dans les rues. Parce qu'à cette époque-là, les gens jetaient tout dans les rues. Alors de temps en temps, il fallait que les services communaux lâchent les eaux des fontaines, et surtout les eaux des lavoirs, pour pouvoir nettoyer les rues dans le sens de la pente. Donc cette fontaine-là joue un rôle important dans ce travail de nettoiement. Alors pour venir à cette chapelle, qu'on appelle la chapelle du Roseau, nous avons pris ce qui est maintenant la route du Ventoux. Mais il faut savoir qu'au Moyen-Âge, quand on montait au Ventoux, d'abord on montait à pied, puis on ne passait pas du tout par là. Donc le site était un cul-de-sac avec de l'eau, de fraîches prairies, etc. Et les moines s'y sont installés dès le 7e siècle.
Et elle a eu son heure de gloire, cette chapelle, d'abord au XIIe siècle, parce que elle était le centre d'un monastère extrêmement vivant, extrêmement important, un prieuré exactement. Et deuxième moment de gloire, eh bien, c'est à l'époque des papes d'Avignon, c'est-à-dire le premier pape d'Avignon qui n'avait pas encore à sa disposition le palais des papes, eh bien, il venait passer ses étés ici à la fraîcheur dans ce monastère. Il a même fait construire un palais important parce que quand un pape se déplaçait, ben, ça faisait beaucoup de monde. Ça a été en quelque sorte le moment le plus riche de ce monastère, mais c'était également le commencement de la fin, parce que dès la deuxième moitié du XIVe siècle, le monastère commence à voir ses effectifs diminuer jusqu'à ce que finalement il n'y ait pratiquement plus de moines, 1, 2 ou 3, et qu'ils deviennent une carrière de pierre pour les maisons ici ou là. C'est simplement au XIXe siècle qu'on commencera à s'intéresser encore à cette chapelle, puisque Prosper Mérimée, en 1853, la classera, ou proposera de la classer. Alors à partir de ce moment-là, il va y avoir des rénovations, mais on ne parlera plus que de la chapelle, puisque le monastère, lui, a complètement disparu.